Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. La grand-messe des professionnels de l'immobilier a réuni des investisseurs du monde entier cette semaine à Cannes. Le MIPIM s'achèvera demain dans un climat morose. Construction en berne à cause d'un foncier rare et cher. Accès aux logements particulièrement difficile. On va en parler sur la Côte d'Azur avec des logements peu nombreux et des loyers très élevés. Alors comment sortir de la crise du logement sur la Côte d'Azur? Nos invités proposent des remèdes, vous le verrez, bien différents. On en parle avec Sébastien Leroy, maire Les Républicains de Mandelieu et vice-président de l'agglomération Cannes-les-Raz. Bonsoir. Bonsoir. Et David Nakache du Rassemblement citoyen de gauche Viva, président de l'association également Tous Citoyens. Bonsoir. Bonsoir. Émission en partenariat avec Nice Matin. Denis Caro à nos côtés comme chaque semaine. Bonsoir Denis. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Azur Politique, c'est parti. Le MIPIM s'achève donc demain à Cannes. Rendez-vous aux retombées économiques considérables pour le territoire, estiment les uns. Paradis de la spéculation immobilière pour ses détracteurs comme le droit au logement. Sébastien Leroy, les retombées pour l'agglomération cannoise sont-elles réelles et conséquentes ? Sur le MIPIM en lui-même, bien sûr, c'est un salon international de grande envergure, d'envergure mondiale, et il est important de pouvoir se mettre toujours autour de la table pour suivre les projets avec les investisseurs, parce que vous savez, quand on dit même qu'il faut des locataires et des logements, il faut aussi avoir des propriétaires qui investissent pour les réaliser. David Nakache, pourquoi certains s'opposent au MIPIM? On a vu des militants PCF et l'association Droit au logement se retrouver à Cannes pendant le salon. Parce que c'est une forme de symbole de la spéculation immobilière. Ça veut dire qu'on va parler d'abord investissement, on va d'abord parler aux promoteurs immobiliers, quand on sait qu'on est confronté en France et dans les Alpes-Maritimes en particulier à une crise sociale majeure. Donc quand on a la ministre qui se déplace et qui vient et qui fait des annonces, on s'attend à avoir des annonces, des leviers puissants. On va en parler, on a quand même besoin d'un volume de logements supplémentaires et pour ça il faut bien qu'il y ait des promoteurs qui investissent. Oui, bien sûr, mais dans le parc immobilier actuel que vous avez, il y a une grande part du parc qui est détournée, qui est captée. Alors tantôt pour la location saisonnière type Airbnb, et enfin le législateur a pris des mesures. Et on espère qu'elles seront suivies des faits. On va voir sur le terrain ce que ça donne pour limiter les Airbnb. Mais il y a aussi la place des logements vacants. On n'arrive pas à capter ce logement, à les remettre à la vente ou à l'immobilier. On a le fléau dans les Alpes-Maritimes, surtout dans les petites communes côtières, des résidences secondaires. On a des communes où on a 30, 40, 50% de résidences secondaires quand on plafonne à 10-12% de logements sociaux. Donc on a des vraies difficultés. Une part du parc immobilier, que ce soit à la location privée, publique ou à la vente, est captée par ces secteurs-là, et on s'attendait à des annonces fortes qu'on n'a visiblement pas. Alors justement, la ministre du Logement, Valérie Létard, qui était présente au premier jour du MIPIM, elle promet une série de mesures de simplification pour aider les élus locaux à construire du logement et rappelle des mesures prises récemment pour les particuliers. Écoutez. À court terme déjà, relancer l'accession à la propriété, parce que derrière, ça veut dire des actes pour construire. Alors, bien, le prêt à taux zéro élargi à tout le territoire, c'est une première piste. Dans le neuf, individuel, collectif, dans les zones tendues comme détendues, mais aussi dans l'ancien pour les zones détendues, ça va être pour les ménages modestes une possibilité d'accéder à la propriété. Ils auront aussi un autre avantage, c'est que l'augmentation des frais de notaire, ces fameux DMTO, ne toucheront pas les primo-accédants. C'est un intérêt évidemment supplémentaire pour des ménages qui veulent accéder avec des revenus modestes. C'est une possibilité de relancer rapidement la construction pour ces ménages. Aider à l'accession à la propriété, c'est la clé ? C'est une des clés, naturellement, mais pour accéder à la propriété, encore faut-il qu'il y ait des biens produits. Et ça fait partie aussi des difficultés que nous avons, notamment en tant que maire, à avoir une liberté d'aménagement de nos territoires qui aujourd'hui devient impossible parce qu'on a des lois contradictoires qui s'opposent, on a la gestion des risques majeurs aujourd'hui qui nous impacte en premier, et malheureusement aujourd'hui on a des législations qui sont très obsolètes, très rigides et qui deviennent contre-productives. Aider l'accession à la propriété, en particulier les primo-accédants, on l'a vu avec la généralisation d'un prêt à taux zéro, ça c'est important ? C'est un des leviers. En matière de logement, je pense qu'on sera tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a pas une solution miracle. On a une série de leviers qu'il faut tous activer autant que faire se peut. La généralisation du prêt à taux zéro est peut-être un outil, on va voir ce que ça donne sur le terrain, mais à l'évidence, ça ne va pas répondre à la difficulté. La généralisation du bail réel solidaire avec un vrai soutien aurait été peut-être plus intelligente et plus utile, mais d'une manière globale, il faut stopper la spéculation et l'envolée des prix, du prix du mètre carré. Sur les locations,
il est évident qu'il faut généraliser l'encadrement des loyers. C'est un système légal qui est borné, c'est cadré par le préfet qui fixe le montant maximum, ça fonctionne dans plusieurs grandes villes de France, on arrive à revenir à des choses raisonnables. On a dans les Alpes-Maritimes, excusez-moi, je suis niçois, je ne parle pas pour les Mando-Lossiens, je suis niçois, on a quand même les loyers les plus chers de France après Paris. Donc il faut encadrer les loyers, il faut effectivement favoriser l'accession à la propriété, mais il faut reprendre la main sur un secteur qui laissait libre cours à la spéculation. Alors l'encadrement des loyers, ça c'est une bonne piste ou pas? Moi, je ne suis pas favorable aux mesures qui sont des mesures restrictives de quelque part. Ce qui fait le fonctionnement d'une société moderne, c'est la liberté de chacun de pouvoir investir et avoir une rentabilité. Parce que si aujourd'hui vous partez sur des mesures aussi pénalisantes, on le voit aussi par exemple sur la SRU, vous avez finalement l'effet inverse. Aujourd'hui, je vous donne des exemples. Pourquoi on a beaucoup de logements qui sont plutôt vides qu'occupés? Parce que la législation aujourd'hui est beaucoup plus favorable aux locataires défaillants qu'aux propriétaires. Et il y a des propriétaires, quand on dit propriétaires, on a l'impression qu'on parle de nantis. Mais vous avez parfois des couples qui sont retraités, qui ont travaillé toute leur vie pour avoir un bien et qui se retrouvent presque à la rue parce qu'ils ont des locataires qui ne paient plus. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. Il faut repenser tout le système. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. C'est un constat, à la fois en termes de production, en termes de location, en termes de mise sur le marché. Mais ce n'est pas avec des mesures qui n'ont pas fonctionné par le passé qu'on arrivera à avoir des résultats demain. Alors, il y a des mesures restrictives, il y a aussi des mesures incitatives. Valérie Létard, la ministre du Logement, promet 100 millions d'euros pour les maires bâtisseurs. Est-ce que c'est une bonne piste? Mais le problème, c'est encore une fois, les maires bâtisseurs, ça veut tout dire et rien dire. Aménager un territoire aujourd'hui, il faut pouvoir le faire de manière vertueuse avec un objectif clair de développement cohérent. Si c'est pour faire des barres d'immeubles sur des terrains qui aujourd'hui de toute façon ne sont pas disponibles et qui demain n'auront pas accès aux services publics ou qui se transformeront dans les cités qu'on connaît aujourd'hui qui sont des vraies sources de problèmes, ça ne sert à rien. Donc oui, ça peut être intéressant de favoriser, d'inciter à la construction parce qu'il ne faut pas être pénalisant, il faut être plutôt dans l'aide et l'accompagnement. Mais derrière, il faut comprendre aujourd'hui que les élus sont entravés à tous les niveaux quand ils veulent aménager leur ville, encore une fois. Chez vous, à Mandelieu, il y a encore des logements neufs qui sortent régulièrement de terre ou pas? Très peu. Aujourd'hui, on est dans un territoire qui est plutôt dans une phase où il faudrait déconstruire avant de reconstruire différemment et de manière plus vertueuse et surtout en tenant compte des risques. Donc naturellement, quand vous êtes dans cette phase de transition, on ne peut pas vous demander d'atteindre des objectifs délirants où on me demande de faire en 2 ans une urbanisation dans ma ville supérieure à tout ce qui s'est fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne marchera pas. La ministre veut aussi relancer l'investissement locatif, inciter les propriétaires à mettre des logements en location. Des parlementaires doivent travailler sur le sujet et faire des propositions d'ici le mois de juin. Est-ce que c'est une bonne piste et est-ce qu'il faut notamment revenir sur des dispositifs incitatifs fiscalement tels que le Pinel? Oui, à l'évidence, l'arrêt du Pinel est un tournant et il répondait, ce dispositif-là, à un vrai besoin, donc il y a quelque chose à repenser. Mais ce qui est quand même flagrant, si vous voulez, c'est quand même assez formidable, c'est qu'on a des élus qui, à longueur d'année, nous font le rappel à la loi, le rappel à l'ordre. Il faut respecter les lois en France. Ils nous parlent de la délinquance, ils nous parlent de toutes les entraves. Et ils sont là, la loi, la loi, la loi. Et soudain, quand la loi les concerne eux, ah ben cette loi elle est mauvaise, je ne l'applique pas, j'en veux pas. Alors, il y a un petit peu de cohérence à avoir. Il y a des cas très particuliers. Par exemple, les zones inondables à Mandelieu. J'ai entendu votre coup de gueule il y a quelque temps là-dessus. C'est parfaitement compris. Détendons-nous avec un peu de tronçonneuse. Quand c'est si simple, même les outils s'y flottent. C'est ça l'effet Mano Mano. Bricolage, maison, jardin. Préparez les beaux jours sur l'appli Mano Mano. Pile à l'heure pour votre rendez-vous avec le nouveau Skoda Elroq et sa recharge rapide. Compréhensible, on doit parler des zones habitables viables, pas des zones inondables, etc. Mais pour autant, on a quand même de nombreux maires dans les Alpes-Maritimes et même dans le Var qui passent outre la loi SRU, qui enfreignent année après année et qui récidivent, qui sont rappelés à l'ordre. C'est votre cas, Sébastien Leroy, 9% de logements sociaux chez vous. Je vais vous répondre. Je termine. Je vous laisse terminer, voilà. je vous réponds. Il y a quand même une dichotomie profonde et un peu de schizophrénie à nous faire des discours sur l'ordre et le rappel à la loi à longueur d'année et à passer outre quand ça vous embête. Alors, je ne peux pas vous laisser dire que les élus violent délibérément la loi. Ce n'est pas vrai et ça pourrait même être considéré comme insultant. Quelle loi
La loi SRU qui vous oblige à avoir 25% ou 30% de logements sociaux. La loi ZAN qui vous dit qu'il faut désartificialiser et qui, en gros, vous interdit de construire. La loi sur les PPRI qui vous rend les terrains inconstructibles. Quelle loi on doit respecter? Le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a le sentiment que la loi, elle est cohérente. Elle est incohérente, elle est contradictoire. On a l'impression que l'État est une entité unique qui vous donne une instruction claire. Aujourd'hui, l'État, il s'est disloqué dans une multitude de secteurs qui vous donnent eux-mêmes des injonctions contradictoires. Le ministère du Logement va vous demander de construire. Le ministère de la Transition écologique va vous dire qu'on ne construit plus rien. Et vous, ça veut en dire tant quoi, qu'élu, qu'on ne peut vous pas êtes relancer la construction de logements sans déréguler et notamment toucher aux normes environnementales? Quand vous êtes sur une ville exposée comme la mienne, quand les terrains sont en zone rouge, ils sont par définition inconstructibles. Vous ne pouvez pas construire. C'est impossible, ça serait une illégalité et vous ne pourriez même pas attribuer un permis de construire dessus. Excusez-moi, mais... Quand vous avez... Non, attendez, je vous laisse finir. Allez-y. Quand vous avez après derrière des injonctions comme la loi SRU, quand on vous dit vous respectez pas la loi, mais vous croyez que nous on se dit tiens, cette loi-là n'est pas respectée. Mais elle est irrespectable, elle est impossible à appliquer cette loi. Elle est tellement impossible que tous les maires de France vous le disent, à part ceux qui sont complètement démagogiques et qui sont dans une logique tout à fait volontaire de faire plutôt de la communication. Ville met souvent en avant le fait qu'elle n'est pas mauvais élève. Mais à Cannes, les taux d'atteinte sont très élevés. Mais est-ce que vous avez le sentiment que dans les villes du littoral de la Côte d'Azur, il y a une quantité énorme de terrains vides? Il n'y en a pas. Concrètement, quels efforts vous faites en termes de logements sociaux dans ce cadre? Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les constructions collectives qui sont faites sur la ville, depuis de la mise en place de l'application LU, ont toujours 30% de logements sociaux. Parce que c'est la loi, au-dessus de 800 mètres carrés, vous faites 30% de logements sociaux. Mais la loi SRU vous demande non pas de faire 30% de logements sociaux, elle vous le demande d'avoir 30% sur la totalité de vos logements depuis la création de la ville. C'est presque on remonte à l'Empire romain, et on vous dit en un claquement de doigts, en 24 heures, vous devez avoir 30% de logements en plus sociaux si vous ne les avez pas. Ce que vous dites, c'est quand on construit du logement mixte, le logement social et privé dans un même bâtiment, finalement, ça ne change pas la proportion de logement social dans la ville. Que ça. Si vous faites 30% de logement social sur un immeuble, quand vous avez livré l'immeuble, votre situation, on regarde la loi SRU, est pire qu'avant la construction. Parce que vous avez 70% de logements traditionnels qui vont rentrer dans votre assiette de calcul et qui vont aggraver votre déficit. Excusez-moi, il faut éviter la caricature dans ce cas-là. Mais ce n'est pas une caricature. Quand on a sur des communes du littoral, et je parle pas de Mandelieu parce que bien évidemment je connais bien moins la ville que vous et je n'y habite pas. Mais quand on a dans des villes du littoral, elles sont nombreuses. 3 à 4 fois plus de résidences secondaires que de logements sociaux. Ça veut dire que pour faire des résidences secondaires, là on en a trouvé du foncier et là tout d'un coup on a trouvé du logement. Juste je termine. Quand on voit l'exemple par exemple du maire de Chamonix qui vient de prendre une décision avec un arrêté municipal pour restreindre ce qui est maintenant possible légal depuis le mois d'octobre dernier, la part de résidences secondaires et la part de résidences principales en mettant un quota. Alors on l'a même dans le dispositif contre les Airbnb, on peut avoir des zones, des territoires 100% résidence principale. Comme ça on n'a pas de résidence secondaire. Ça c'est la récente loi Airbnb qui permet aux maires d'instaurer des quotas dans on des attend des zones maires qui n'avaient peut-être pas les outils légaux auparavant mais qui maintenant en disposent, de prendre les décisions suffisantes et nécessaires pour limiter les résidences secondaires dans leur territoire, imposer des résidences principales et là on va petit à petit rétablir un équilibre. Alors, deux choses. Premièrement, la liberté de disposer de son bien est un droit qui est lié au droit de propriété, qui est un droit constitutionnel. Le droit au logement. On ne peut en aucun cas imposer à un propriétaire de décider que ce sera désormais sa résidence principale et non pas sa résidence secondaire. Maintenant, deuxièmement, quand vous avez des déclarations sur des résidences en tant que telles, vous ne pouvez pas vérifier ce qu'il s'y passe. Et d'ailleurs, regardez, vous avez les données. Quand vous comparez les données des services fiscaux avec les données de l'INSEE, vous passez du simple au double. Moi, par exemple, sur ma ville, les services fiscaux me disent que j'ai 20% de résidences secondaires. L'INSEE me dit que j'en ai 47. Quand on me dit que j'ai 5% de logements vacants avec les services fiscaux, j'en ai 7 à 8% avec l'INSEE. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune donnée réelle là-dessus. La problématique, on a quand même un ordre de grandeur. Mais en fait, l'ordre de grandeur, il n'existe pas parce que vous ne vérifiez pas ce qui se passe. Vous pouvez avoir des déclarations de résidences principales qui ne sont pas des résidences principales. Alors là, oui, on a des problèmes avec les Airbnb, effectivement, qui sont un peu un détournement du marché. Et je vous rejoins, mais on ne réglera pas la problématique du logement social avec des mécanismes comme ça. Mais surtout, encore une fois, ce que vous devez bien comprendre, c'est que cette loi, elle est arrivée en application après que les villes aient déjà été urbanisées. Quand vous avez des collines qui ont été couvertes de villas dans les années 50 et 60, par définition, ce sont des résidences qui sont soit principales, soit secondaires plus facilement. Vous en faites quoi? Vous entendez ces difficultés aussi pour les maires? Bien évidemment. Deux choses. D'abord, pour les grandes communes, les grandes villes en France et les métropoles. On nous disait c'est infaisable, c'est extrêmement urbain, on n'a pas de foncier suffisant. Paris l'a fait.
Et Paris, petit à petit, a réussi à atteindre les 25% de logements sociaux. Et on voit que sur des grandes villes, dont Paris, qui est aussi extrêmement touristique, on y arrive. Et vous considérez que la gestion de Paris est un exemple à suivre? Ensuite, mais en tout cas, ça montre que c'est possible et que c'est faisable. Ensuite, sur les petites communes... je vous invite à regarder le déficit budgétaire que ça a créé. Je vais terminer quand même, un instant. Les services de l'État ont beaucoup de torts, et je vous rejoins sur la non-coordination entre le logement et la transition, parce que ça devient un problème vraiment criant. Pour autant, quand un maire va être carencé, il y a des coups de semonce en amont. Quand un maire fait des efforts et fait ce qu'il peut pour faire le maximum de logements sociaux possible, y compris en captant par le droit de préemption des logements quand il y a des ventes, quand il y a des choses comme ça, et pas simplement de la construction, le logement social dans le diffus, eh bien, il n'y a pas de pénalité qui tombe, et on laisse une marge de manœuvre, et on laisse un temps pour rectifier le tir. Là, on parle de communes qui ont un coup de semonce, qui 3 ans après n'ont pas amélioré, qui 5 ans après n'ont pas amélioré, qui 8 ans après n'ont toujours pas amélioré, et au bout d'un moment, le coup de fouet tombe. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. On peut peut-être quand même rappeler le montant de l'amende. C'est une... Pile à l'heure pour votre rendez-vous, avec le nouveau Skoda Elroq et sa recharge rapide. Détendons-nous avec un peu de tronçonneuse. Quand c'est si simple, même les outils sifflotent. C'est ça l'effet Mano Mano. Bricolage, maison, jardin. Préparez les beaux jours sur l'appli Mano Mano. Amende record, 2 millions. 2 millions 200 000 euros à peu près. Pour la ville de Mandelieu. Oui, par an. Pour le non-respect de la loi SRU. Finalement, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas assez quelque part, franchement, faire supporter ça aux contribuables? Mais attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne, encore une fois, malheureusement. Moi, ça fait 10 ans que je la dénonce, cette loi. Parce que cette loi, encore une fois, nous demande des choses irréalisables. Et il suffit pas de dire on va faire, on va faire. Je vais même vous dire qu'il y a de nombreuses années, 5 ans, l'État m'avait carencé, nous avait retiré le droit de donner les permis de construire, le droit de préempter les terrains, et en 3 ans, l'État n'a pas sorti un seul logement à Mandelieu. Alors qu'ils avaient tous les pouvoirs pour le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas matériellement et légalement possible au regard de la nature du foncier et du foncier disponible. Et même quand vous avez passé ces étapes, il y a le prix du foncier restant. Donc la problématique, après, comment ça se passe dans un quota triennal? On vous demande de faire 600 logements. Vous arrivez au bout de vos 6 ans, vous dites vous devez faire 600 logements, vous en avez fait combien? 20? On va vous augmenter l'amende. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de discussion. La loi n'est pas elle n'est pas adaptable au territoire. Et moi, c'est ce que je dénonce, c'est que cette loi, elle devrait être entre les mains du préfet et de la DDT, et non pas décidée en commission à Paris. La ministre du Logement, cette semaine, a évoqué une loi qui s'appelle la loi 3DS. Elle permet de passer des contrats de mixité sociale, alors entre l'État et les maires, justement, sur le logement social. Écoutez. Il existe aujourd'hui des contrats de mixité sociale qui peuvent être conclus avec les préfets. Ces contrats de mixité sociale, ils permettent de fixer des objectifs atteignables chaque année. Et on le fait par période de 3 ans. L'idée, c'est évidemment d'être aux côtés des maires et de leur fixer, pas des choses inaccessibles, mais leur donner le temps d'atteindre leurs objectifs, ce qui permet de réduire les sanctions financières et d'être au rendez-vous de leurs obligations. Voilà, Lise, ça permettra de fixer des objectifs atteignables. Est-ce que c'est un dispositif qui vous intéresse? Alors déjà, Valérie Létard est une ministre qui connaît très bien le sujet. Quand elle était sénatrice, elle avait fait d'ailleurs des rapports sur l'exposition des villes aux risques majeurs. Elle était d'ailleurs venue à Mandelieu sur ce point. Et donc, naturellement, elle hérite d'un ministère et de dispositions législatives qui ne sont pas faciles à appliquer. Les contrats de mixité sociale, conçus dans la loi 3DS, étaient conçus dans l'esprit de favoriser, d'améliorer, de rendre le pouvoir au préfet. Dans la réalité, il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que le préfet, qui avait encore une marge d'adaptation résiduelle avant, ne l'a plus du tout. Et aujourd'hui, en réalité, les préfets sont limités au rôle de signer les amendes qu'ils nous envoient et qui sont majorées. Et ça s'arrête là. Et les contrats de mixité sociale, vous n'avez pas de changement entre avant la signature du contrat de mixité et après la signature. Et malheureusement, beaucoup y ont cru et beaucoup en sont revenus. Et vous verrez que les prochaines amendes qui sont retombées sont en train de dévaster des finances communales qui sont déjà très attaquées par l'État sur d'autres sujets. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'argent qu'on enlève aux villes, ce sont des argents en moins, non pas sur le fonctionnement, mais sur l'investissement, et notamment sur l'investissement de protection face au risque. Pourquoi les parcelles disponibles, quand il y en a, ne sont pas proposées systématiquement aux bailleurs sociaux? Mais parce que déjà, quand vous avez une parcelle, vous avez un propriétaire. Il faut savoir que le propriétaire fait ce qu'il veut de son bien. Il peut le vendre comme il ne peut pas le vendre. Quand il le vend, il peut y avoir effectivement une préemption à ce moment-là. Mais la difficulté, c'est que pour faire des logements sociaux, il faut que l'opération soit finançable. Et même parfois, quand vous attribuez la totalité du montant de l'amende, une fois que vous avez payé le terrain, le coût de la construction n'est pas réalisable. On a eu le cas sur plusieurs terrains que l'État avait fait acheter à l'EPF PACA, l'établissement public foncier, pour faire des opérations de logements sociaux. La ville a été contrainte au bout de plusieurs années de racheter
ces terrains à l'EPF PACA parce que les opérations étaient irréalisables, parce qu'il n'y avait pas assez de surface, parce que le nombre d'appartements qui pouvaient être construits était à un prix qui était 4 fois celui du marché, et donc ces opérations ne se sont pas réalisées pour ça. En fait, il faut trouver un rééquilibrage. On a d'un côté le droit à la propriété, et j'entends ce qui est dit, il est réel, mais il y a aussi un droit fondamental qui est le droit au logement. Et d'avoir un logement digne et adapté aux besoins de sa famille et un toit sur la tête de ses enfants. Et il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Quand la ministre vient, alors certes, elle connaît bien le dossier, mais on s'attend quand même à avoir des mesures un peu plus fortes que cela. Par exemple, quand on a des communes qui sont extrêmement basses en termes de logements sociaux, on devrait limiter toute résidence secondaire, on devrait limiter toute spéculation et on devrait en priorité faire du logement social. Le droit de préemption devrait être facilité, devrait être renforcé. Aujourd'hui, on a une crise sociale majeure. Derrière la carte postale de la Côte d'Azur, il y a une extrême pauvreté. Moi, je suis niçois. On a un Niçois sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Et on plafonne à 14% de logements sociaux. Et le logement social et la crise sociale n'est toujours pas une priorité. Aujourd'hui, le logement, c'est la principale part du budget d'une famille. Pour s'en sortir, elle met tout dans le logement et elle n'a plus d'argent pour le reste. Les familles sont exsangues. Et la loi principale, sociale, qui permet aux plus défavorisés de se loger, c'est la loi SRU. Alors on la critique systématiquement, chacun sous des angles différents. On essaie de mettre du logement intermédiaire, on essaie de dire que c'est pas possible, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Mais cette loi, elle est indispensable. Et si on n'avait pas eu la loi SRU depuis 20 ans, on aurait quantité de familles qui auraient été à la rue, qui auraient été en squat, qui auraient été livrées à des marchands de sommeil et d'enfants qui n'auraient pas eu des conditions dignes pour vivre, pour faire leurs devoirs, pour avoir un toit sur leur tête. Et c'est une mesure noble. Alors s'il y a des ajustements à faire en redonnant la main localement au préfet pour adapter, j'entends tout à fait, bien évidemment, dans le fonctionnement de la mise en œuvre de la loi. Mais il faut conserver cette loi, il faut renforcer cette loi SRU, et à un moment donné, du Ralex, Sedlex, il faut l'appliquer. Un mot peut-être sur l'attribution des logements sociaux. Est-ce que les maires devraient avoir davantage leur mot à dire? Je crois que c'est quelque chose que vous souhaitez. Le problème aujourd'hui, c'est que, oui, j'entends le besoin qui est noble, qui surtout est humaniste de cette loi et qu'on partage. Effectivement, de mettre des familles dans un logement, c'est normal. Mais le problème aujourd'hui, il est beaucoup plus vaste que ça. C'est qu'il faut repenser l'intégralité du système du logement. Pardon, mais là, je vous interrogeais sur l'attribution des logements sociaux. J'y arrive. L'attribution, il faut savoir qu'aujourd'hui, les maires n'ont aucun rôle quasiment dans l'attribution des logements. Moi, je passe mon temps à recevoir des demandes de logement auxquelles je ne peux que me contenter de dire je fais passer votre demande aux commissions d'attribution et à la préfecture, mais je ne peux pas attribuer de logement, parce que ce n'est plus déjà dans le rôle des maires qui ont été carencés. Et ensuite, vous avez un vice du système qui fait que, malheureusement, entre l'immobilisme du parc actuel de logement... Qu'est-ce que ça changerait que les maires aient ce pouvoir-là? Déjà, vous pourriez traiter les urgences de votre population et de votre ville, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les attributions de logement ne se font pas en fonction du critère géographique. Il y a quand même un constat malheureux qu'on aimerait ne pas avoir à faire depuis des décennies. C'est que plus les maires... Détendons-nous avec un peu de tronçonneuse. Quand c'est si simple, même les outils sifflotent. C'est ça l'effet Mano Mano. Bricolage, maison, jardin. Préparez les beaux jours sur l'appli Mano Mano. Prêt pour une séance shopping? Chez MacArthur Glen Provence, découvrez 110 grandes marques, sport et mode. Des looks, jusqu'à moins 60%. Le shopping, autrement. MacArthurGlenProvence.fr. Pour la main, ou mettre la main d'une manière ou d'une autre sur le logement social, puis on a le clientélisme. Et le clientélisme, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté. C'est que les bailleurs sociaux qui avant étaient des professionnels du logement, maintenant sont sous la coupe des élus. Il est très fréquent qu'on ait un élu qui soit président en même temps du principal bailleur social local. C'est le cas, moi je suis niçois, on a Anthony Boré qui est premier adjoint et qui a mis la main, et avant c'était M. Pradal et avant c'était Mme Estrosi-Sassone. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pareil dans beaucoup de grandes villes de France. Il faut couper le cordon. Il faut couper le cordon entre... Non, monsieur, je termine. Il faut couper le cordon entre le logement social et les élus. Et il faut limiter autant que faire se peut le risque de clientélisme qui est malheureusement une réalité. Oui, mais vous voyez, le problème, c'est toujours la même logique qui nourrit toutes ces lois. Il
faut contraindre, il faut imposer, il faut enlever le truc, c'est suspicieux. Et au final, vous arrivez à des systèmes qui sont tellement compliqués, tellement complexes, tellement inapplicables et tellement démagogiques et qui vont de plus en plus dans la démagogie parce que ça ne fonctionne pas, donc on ne fait que renforcer les sanctions sans plus de résultats. Sébastien Leroy, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du logement social, mais est-ce que les actifs arrivent à se loger à Mandelieu? Alors, les actifs ont beaucoup de mal à se loger. Et la loi SRU renforce cette difficulté. Parce qu'en réalité, la loi SRU, dans ses effets concrets, elle organise la pénurie de logements pour les actifs. Parce que quand vous arrivez à faire 30% de logements sociaux sur un immeuble, les 30% de logements sociaux sont attribués en priorité, notamment au PLAI, etc., donc aux revenus extrêmement faibles, mais aussi ceux qui sont en demande d'insertion. Et vous avez beaucoup de nouveaux arrivants chaque année en France qui arrivent sur ces demandes. Vous avez un immobilisme du parc actuel. Vous avez des familles qui parfois sont dans le même logement depuis 30 ans, alors qu'elles ne sont plus éligibles à ces logements. Et les jeunes actifs donc n'ont pas accès à ces logements et doivent donc acquérir ou louer un logement traditionnel. Or, les 70% de logements restants doivent payer l'intégralité de la construction. Donc, ils sont hors de prix. Et donc, vous avez aussi ce phénomène concret que la loi SRU, en réalité, plus les sanctions s'aggravent et plus la complexité et plus les normes augmentent, sans parler des normes de construction qu'on a fait exploser là aussi pour faire de la démagogie à pas cher, et bien aujourd'hui, les immeubles, les appartements sont littéralement hors de prix. David Nakache, on vous remercie. Pardon, c'est la fin de ce débat. On va garder quelques instants maintenant pour les questions d'actualité.